Mesdames et messieurs, merci de nous suivre chez vous. Bienvenue dans cette édition d'Afrique Midi, les titres. Les frontières libyennes seront partiellement fermées à partir de ce lundi en raison de la célébration du 2e anniversaire de la Révolution. Les vols internationaux seront en partie suspendus, le tout pour 4 jours au moins. Les autorités veulent éviter toute menace extérieure. Une semaine tout juste après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, le Premier ministre avait promis un remaniement ministériel. Eh bien, ce gouvernement se fait toujours attendre, bien que ce délai que s'était fixé Ahmed Djeladi soit écoulé. Il a réuni hier son conseil de sages pour tenter de trouver une solution. Voilà, nous ouvrons cette édition avec le Mali. Une bombe artisanale de 600 kilos d'explosifs a été retrouvée mercredi 13 février dans la cour d'une maison abandonnée à Gao. La maison était auparavant la résidence d'un haut responsable d'AQMI. Pour en parler avec nous, notre correspondant dans la région, Seydou Maïga, bonjour. Bonjour Diakité. Alors Seydou, une bombe artisanale de près de 600 kilos dissimulée par les islamistes a été désamorcée par l'armée française. Alors qu'en est-il exactement? Oui, au lendemain de la présence des troupes françaises à Gao, une maison située dans un quartier appelé Château a été ciblée par les troupes françaises. Cette maison était habitée par un chef djihadiste spécialisé dans la fabrication des bombes artisanales de grande portée, qui est mort suite à un accident de la route entre Douanzan et Gao. Alors, dans cette maison a été trouvée une bombe artisanale de 600 kilos d'explosifs, de quoi faire sauter des milliers de personnes. Ce n'est qu'hier que les spécialistes français ont pu désamorcer cette bombe à Gao. Alors, à l'heure actuelle, peut-on savoir l'état d'esprit des populations? Présentement, chacun vague dans ses affaires. La ville est pratiquement calme. Il n'y a pas de problème pour l'instant à signaler à Gao. Voilà, les frontières libyennes seront partiellement fermées à partir de ce soir. En effet, le pays célèbre son 2e anniversaire de la Révolution. Les vols internationaux seront en partie suspendus. Les autorités veulent éviter toute menace extérieure. Le Premier ministre est à Paris. Il demande l'aide de la communauté internationale. Il y a 2 ans, il était reçu à l'Élysée en tant que membre influent de la rébellion libyenne. Ali Zidane y revient cette fois-ci dans le costume officiel de Premier ministre de son pays. Son premier entretien avec François Hollande se déroule au moment où la Libye connaît une grande insécurité. Ali Zidane sollicite l'aide de la France, mais pas à n'importe quel prix. Nous avons abordé tous les sujets. Et bien évidemment, la sécurité des frontières ne nécessite absolument pas la présence de forces armées étrangères sur le terrain. La France a contribué à notre révolution sans envoyer de forces sur le terrain. Nous pouvons donc procéder tout à fait de la même façon pour la protection de nos frontières. Ali Zidane effectue sa visite en France au lendemain de la conférence internationale sur le renforcement de la sécurité en Libye. La réunion co-présidée à Paris par le ministre français des Affaires étrangères a débouché sur une série d'engagements pris par une dizaine de pays, dont la France. La France, pour sa part, a proposé son aide à la Libye dans de nombreux domaines, en réponse aux besoins qui existent. Ça pourrait concerner par exemple la formation. La Libye pourra aussi compter sur la promesse de l'Union européenne. L'Europe annonce le déploiement en juin de 50 à 70 experts pour former les gardes frontières libyens. Une décision saluée par les autorités de la Libye qui considèrent la sécurité comme un enjeu majeur. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. La sécurité en Afrique du Nord est une partie intégrante de la sécurité de l'ensemble de la Méditerranée. La Libye fermera à partir de jeudi ses frontières avec la Tunisie et l'Égypte, 2 pays en proie à l'insécurité. La mesure vise notamment à empêcher l'arrivée d'islamistes radicaux qui pourraient perturber la commémoration du 2e anniversaire du déclenchement de la révolution ayant entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi.
Une semaine tout juste après l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd, le Premier ministre avait promis un remaniement ministériel. Eh bien, ce gouvernement se fait toujours attendre. Hamadi Djebali a réuni hier son conseil de sages pour tenter de trouver une solution. La Tunisie vit toujours dans l'attente. Le nouveau gouvernement apolitique proposé par le Premier ministre Hamadi Djebali fait encore l'objet de nombreuses polémiques au sommet de l'État. Le parti au pouvoir, Ennahda, dont est issu le Premier ministre, exige la présence de politiciens dans le gouvernement. Je ne pense pas que le Premier ministre pourra faire aboutir son projet s'il ne réalise pas que la plupart des partis refusent un gouvernement de technocrates. Les partis insistent pour un gouvernement politique car c'est la seule solution démocratique. Opposé à ce remaniement, Ennahda, qui ne dispose que d'une courte majorité à l'Assemblée, est contraint au compromis face au ralliement de plus en plus nombreux au projet. Dernier soutien en date, celui du président de l'Assemblée constituante. Après concertation de nos partenaires politiques, nous soutenons l'initiative du Premier ministre, Hamadi Djebali. Le projet peut aussi compter sur l'appui des syndicats tunisiens. En attendant, les consultations se multiplient pour trouver des candidats dans un pays qui réclame une fois de plus le changement. J'espère que le parti Ennahda va être plus prudent et sensible et qu'il va écouter ce qu'on dit. La proposition du Premier ministre est une bonne idée. Notre pays a besoin d'une deuxième transition. 2 ans après la révolution de Jasmin, le pays traverse une profonde crise politique après l'assassinat du leader de l'opposition de gauche, Chokri Belaïd. La capitale tunisienne a abrité la semaine dernière une réunion de concertation générale sur la promotion de projets du plan d'appui du PIDA, le programme de développement des infrastructures en Afrique. Pilotée par l'Union africaine et la CEDEAO, cette réunion a permis de retenir 3 projets d'infrastructures de l'Afrique de l'Ouest. Voici les 3 projets d'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest qui ont été retenus à Tunis après la réunion de concertation sous-régionale par les experts de l'Union africaine, la CEDEAO, la BAD et les banques sous-régionales dans le cadre du plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique FIDA. Il s'agit du projet routier Dakar-Lagos, le projet ferroviaire de modernisation et de construction Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou et enfin le projet d'interconnexion électrique et la construction de barrages hydroélectriques. Cette nouvelle vision de l'Union africaine, pilotée par la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, à travers le PIDA, veut mettre fin aux projets d'infrastructures régionaux qui jusque-là n'ont pas abouti. La CEDEAO va identifier les projets vont être intégrés dans le projet continental pour que, à la fin du processus de réalisation, on n'ait pas un genre de programme qui ne soit pas exécuté dans un cadre cohérent. Et pour réussir ce nouveau pari, l'Union africaine et la CEDEAO ont choisi des ministres en fonction pour piloter ces projets. D'où le concept des ministres champions. À Tunis, un ministre en fonction a fait l'unanimité. Patrick Hachi, ministre des infrastructures économiques du Côte d'Ivoire, a été désigné par consensus comme ministre champion pour piloter les 3 projets. Pour 1 ou 2 projets, un pilote, un coordonnateur, qui régulièrement peut être tenu informé de l'avancement et le cas échéant intervenir pour accélérer le processus, va être un élément de facilitation et d'accélération de ces projets au niveau opérationnel. Adopté en 2012 par les chefs de l'État de l'Union africaine, le FIDA couvre les secteurs transport, énergie, télécommunications et eau transfrontalière. Il compte 51 projets sur le continent africain. Délai d'exécution 2012-2040. Exercice de tir et de libération d'otages par la force de recherche et d'assaut de la police de Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de la force spéciale de la police. L'opération s'est déroulée hier à l'École nationale de la police en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Démonstration de tir dynamique,
Des tirs binômes et des exercices de libération d'otages effectués par la force de recherche et d'assaut de la police en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et de 2 experts du RAID, recherche, assistance, intervention et dissuasion, dont le numéro 2, le commissaire divisionnaire Richardo Olivier. Ces experts sont venus effectuer un audit qui vise à évaluer les capacités opérationnelles de l'unité d'élite de la police, sa structuration et définir les attentes. Nous avons constaté que les policiers qui avaient été sélectionnés sont des policiers de très grande valeur, professionnels, extrêmement motivés. On va modestement apporter notre petite expérience puisque le RAID a plus de 25 ans d'existence, donc on est déjà passé par là et on va essayer de vous aider pour optimiser encore votre potentiel. Visiblement satisfait de ce stage, le ministre d'État Ahmed Bakayoko donne les raisons de la création de cette unité d'élite. Notre pays doit aujourd'hui progresser dans sa stratégie de mondialiser la police dans tous les compartiments et je pense que toutes les polices du monde doivent avoir une unité d'élite pour parer aux situations exceptionnelles. J'étais venu me rendre compte sur le terrain de l'évaluation faite de nos hommes et d'indiquer tous les efforts qu'il y a à faire dans différents domaines afin de mettre nos hommes en capacité. Cette formation fait suite à la visite effectuée par le ministre d'État en France en novembre dernier. Lors de cette visite, le ministre français de l'Intérieur, dans le cadre de la coopération bilatérale, a promis à apporter le soutien et l'expertise de la police française à la police ivoirienne dans le domaine de la formation. Assainir le paysage audiovisuel camerounais, tel est le défi du Conseil national de la communication. Dans la ligne de mire des chaînes de radio et télévision qui opèrent en toute illégalité. Elles sont désormais appelées à se conformer à la législation en vigueur avec licence en bonne et due forme. Christ Télévision, deuxième sur la liste des avertis, tient dans un réduit de 2 mètres sur 2. C'est ici le studio, le banc de montage et le magasin. Comment font-ils donc pour s'inviter chez nous sur nos petits écrans au même titre que les TF1, CRTV et Canal+. Quelqu'un nous souffle que le câble opérateur auquel l'Église s'est abonnée récupère le fruit de son labeur à lui et diffuse contre quelque chose, comme on dit. On vient ainsi de contourner la loi qui pose comme préalable l'existence d'un dossier au ministère de la Communication qui sera transmis au Conseil national de la communication pour avis. Sous le prisme exclusif du droit, je pense que le rappel à l'ordre du président du Conseil national de la communication du 8 février 2013 se justifie amplement. Mais pourquoi seulement ces quelques télévisions parmi lesquelles nous figurons et pas toutes les autres qui exercent dans la même illégalité? Rien de personnel dans la sortie du CNC. Ce n'est pas le mauvais procès d'un homme d'église contre une supposée concurrence. Certains semblent bien le comprendre, même s'ils émettent des réserves, ma foi, recevables au fond. Je ne crois pas que parce que M. Befé Ateba serait un évêque de l'église catholique qui s'acharnerait, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Les pouvoirs publics, eux aussi, tardent à mettre en pratique la loi telle qu'elle est prévue. La liste que le communiqué signé de Monseigneur Joseph Befé Ateba semble jeter en pâture à l'opinion est toutefois dérangeante. Tout le monde n'y figure pas. Et à lire entre les lignes, les marginaux qui dérangent sont ceux qui, sans dossier nulle part, diffusent quand même films pour adultes et publicités souvent mensongères. Ceux-là, on les connaît. Et ils ont de beaux jours devant eux. La tolérance administrative est le berceau à l'ombre duquel tous les monstres de notre temps croissent et font des petits. Saint-Valentin, fête des amoureux, l'occasion est bonne pour avouer sa flamme à l'autre à travers cadeaux et mots doux. En ce 14 février, nos reporters Malik Mbaye et Sekou Tangara ont fait le tour de la capitale malienne. Suivons leur reportage. Être attentionné envers son amoureux ou son amoureuse. La considération, la compréhension. Et puis l'attention. La plus belle preuve d'amour, c'est déjà de dire à son partenaire qu'on l'aime, de lui prouver son amour, pas nécessairement par des cadeaux, mais des gestes. Recours à une multitude d'expressions et de tournures pour définir un mot. La communauté amoureuse est très bien inspirée ce jour 14 février. En bonne place dans le calendrier gréco-romain, la date fait allusion à un prêtre de la Grèce antique, Valentin,
persécuté et exécuté pour son entêtement à faire l'apologie de l'amour. Ici, on fait fi de tout rappel historique. L'important, c'est la symbolique faite des amoureux. Être là pour son copain quand il a besoin de toi, je crois, et montrer à quel degré tu l'aimes. J'inviterai ma copine, donc nous allons faire ça en beauté, nous allons échanger de mots, préparer quelque chose. C'est très mignon, c'est très élégant, c'est très gentil, voilà. Des cadeaux pour avouer sa flamme à l'autre, rose blanche, rose rouge, poupée, bouquet et d'autres petits trucs à faire pâlir même les cœurs insensibles. La preuve d'amour, c'est d'être aimé. 14 février, fête des amoureux, même si pour de nombreux puristes de l'amour, tous les jours sont faits pour s'aimer passionnément. Vous comprenez? Voilà, bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, nos programmes continuent. Au revoir.